petits observateurs. Comment réduire la consommation énergétique d'une voiture électrique à 4 kWh tout en pouvant rouler sur l'autoroute à 130 et se servir de sa voiture tous les jours. Ce pari fou, il a l'air simple comme ça, mais en fait c'est un défi technologique très complexe. Et il y a 2 Français, Augustin et Marc, qui il y a 2 ans ont décidé de relever ce pari. Et ils ont maintenant un prototype qui s'appelle Lime, qui veut dire Light is not enough, la légèreté n'est pas suffisante. Donc ils se permettent de parler à Colin Chapman en disant on va aller plus loin. Est-ce que j'ai bien résumé votre problématique? Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Augustin. Exactement. Est-ce que j'ai résumé? Tout à fait. Nous, on a envie de tutoyer Colin Chapman, voilà. Au-delà de light is not enough, voilà, Colin Chapman disait light is right. Ce qu'on a envie de dire, c'est on veut faire de l'aéro en plus et quelque part on partage le même amour pour l'efficacité. J'avais envie de venir vous voir parce que c'est un projet, comme on dit, en cours de réalisation. Hein. La voiture devrait sortir dans 2 ans. C'est un projet un peu fou parce que voilà, il faut le faire, il faut y arriver. Vous venez de l'industrie du pétrole, on peut dire. Hein. Vous êtes ingénieurs tous les deux. Et un matin, vous vous êtes réveillés en disant, nous, on va réduire la consommation des voitures et on veut faire quelque chose qui soit utilisable. On vient de l'industrie du pétrole, quelque part, on a une vision qui est très énergétique des problématiques et c'est tout notre parcours qui est là-dedans. Et comme tout le monde, ou comme beaucoup de personnes, on se pose les questions de l'avenir de la planète, crise environnementale, etc. Et quand on a fait nos bilans de consommation d'énergie avec Augustin, bilan à la fois de consommation d'énergie et d'émissions de carbone, comme tous les Français, en fait, on s'est rendu compte que la voiture était le premier poste de consommation d'énergie et d'émissions de CO2. J'avais envie qu'on commence, parce que ça, c'est quelque chose que le public a bien en tête, sur l'aérodynamisme. L'une des clés de la voiture et de son optimisation, c'est son CX. Tout le monde sait à peu près ce que c'est le CX, mais tu m'as dit, en fait, ce qui compte le plus, c'est le SCX. Exactement. Et c'est, voilà, tu me parlais de mètres carrés. Est-ce que tu peux expliquer de façon simple comment vous avez obtenu, d'abord, quel CX elle fait et quel est le CX, et qu'est-ce que c'est la différence? Tu as 2 minutes. J'ai 2 minutes, c'est voilà, complexe. On parle de CX parce que c'est facile et puis on peut communiquer dessus, voilà. Ouais. Mais il faut rajouter la surface frontale, le mètre couple. Donc en fait, c'est tout simple à comprendre. Un camion va déplacer plus d'air qu'une camionnette. Ouais. Et du coup, la taille a son importance. Voilà. Donc, quand on parle d'aérodynamique, il faut parler à la fois de la surface frontale, du mètre couple et du CX. Donc, par exemple, les voitures qui ont le meilleur CX, ce sont en général des grosses voitures. Pourquoi? Je pense à la Tesla Model Y, parce que les roues impactent énormément le CX de manière négative, enfin, la traînée. Et du coup, plus on a une grosse voiture, moins proportionnellement les roues vont gêner le flux d'air autour de la voiture. D'accord. Donc, un Tesla Model Y a un meilleur CX qu'une Tesla Model 3. Par contre, la traînée de la Tesla Model 3 est plus faible que celle du Model Y. Voilà. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à partager parce que évidemment, on communique toujours sur ce qui nous fait plaisir, donc sur les CX qui sont plus valorisants. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de travailler sur le SCX, donc la traînée totale en fait. Et pour réduire la traînée totale, on cherche à réduire artificiellement la surface frontale. Et c'est ce qu'on voit ici avec des circulations d'air qui sont prises sur l'avant et qui sortent sur les côtés. Donc ça, clairement, c'est l'équivalent d'une transparence aérodynamique. C'est ce que font les voitures de sport quand, par exemple, elles enlèvent du carénage. Elles permettent à l'air de s'écouler et on réduit artificiellement la surface frontale. Évidemment, ce travail sur la surface frontale, il serait rien si on travaillait pas sur la forme. Et c'est pour ça que notre véhicule, il a des formes qui sont très inspirées de l'aéronautique, du nautisme aussi, avec un arrière très resserré, ce qui nous permet l'homologation en 3 roues. Comme ça, on se rapproche de la forme de la goutte d'eau. L'air aime pas du tout les arêtes franches en partie avant du véhicule. Donc, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était rondeur en partie avant du véhicule avec des courbes très, très douces. Voilà. C'est marrant parce que tu la touches pas, mais je sais que ça ne se fait pas. Mais depuis tout à l'heure, moi, quand j'aime les voitures, j'ai envie de les caresser. Et c'est vrai qu'il y a des rondeurs sensuelles. Exactement. Si en plus elles sont effectives, tant mieux. Elles sont effectives avec ce but justement de pas perturber le flux d'air. Et par contre, il faut le détacher proprement à l'arrière, ce qui explique les arêtes franches à l'arrière. Mais alors, Marc, tu es très modeste. Ça fait 2 fois que tu ne veux pas me dire quel est son CX et quel est son SCX. On vise un CX à 0,17, 0,18.
Voilà. C'est quoi, pour donner des références par rapport aux meilleurs? Voilà, les meilleurs Tesla actuellement c'est 0,20, meilleures voitures 0,20, 0,21. Voilà, pour des voitures qui sont plus grosses que ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est bien abaisser le SCX. Alors, il serait à combien le SCX? Le SCX, nous, roulement on de tambour vise un 0,28. On est à 15% de la cible actuellement. Hein, dans 0,28. Voilà, 0,28. Et ça, il y a déjà des voitures qui ont atteint cette 0,28, enfin des voitures roulantes homologuées? Non. Voilà. Donc, on cherche à faire le mieux sur ces paramètres-là. Ouais. Même si on voit 4 roues à l'arrière, c'est en fait considéré comme un tricycle. Parce que l'espacement des 2 roues arrière, il y a une petite marge réglementaire. Exactement. Et ça aussi, ça joue pour vous sur... Alors, il y a plein d'avantages pour nous à partir en tricycle. Un des avantages, c'est qu'on se rapproche naturellement de la forme de la goutte d'eau. Plus on a une surface réduite ici, moins on a de traînées de culot. Moi, j'ai retenu, parce que je ne comprenais pas tout dans ce que tu dis, je pense sur les trucs, mais qu'il faut avoir une traînée propre, en fait. Exactement. Pour réduire C'est ça, Augustin, je suis. Voilà. C'est toi qui parles, mais... il faut laisser le flux d'air le moins perturbé, voilà. C'est important parce que comme vous voulez à terme que cette voiture soit homologuée, elle serait homologuée donc comme un tricycle, c'est une catégorie L5, qui permet d'aller sur l'autoroute. En fait, L5E. Notre enjeu, c'est de proposer un vrai substitut à la voiture, et c'est plutôt une voiture. Donc, il faut que ce soit caréné, il faut que ça aille sur l'autoroute, et il faut qu'on puisse faire des grands trajets. Il faut qu'il y ait un minimum de confort, du chauffage, la climatisation, etc. Sinon, on l'utilisera pas cette voiture, tout simplement. Voilà. L'autre intérêt du 3 roues, c'est que ça nous permet de réduire les coûts de développement. Voilà. Et notamment lié à toute la partie ADAS, aide à la conduite, et pas les aides à la conduite de 2025, mais celles qui arrivent en 2026. Voilà. C'est-à-dire que quand on est dans cette catégorie-là, on n'est pas obligé d'avoir les caméras devant. On a moins de contraintes. En fait, c'est une homologation quand même. Hein. C'est sérieux comme affaire, mais on a moins de contraintes. Ça a un autre intérêt du coup pour ce véhicule, c'est que rien que cette partie ADAS, on l'a chiffré à comme 70-80 kg d'équipement supplémentaire. Que là, vous ne mettrez pas. Qu'on ne mettra pas dans le véhicule, tout en restant légal. On n'a même pas parlé d'autonomie, mais par rapport à sa consommation, si vous avez 30 kWh, si je conduis vite, voilà. 500 km à peu près. 500, on va chercher sur les cycles normalisés, on va chercher 500 km d'autonomie. Et ce qui est intéressant, c'est là que l'efficience apporte qu'on va pouvoir mettre, pour une autonomie qu'on peut trouver dans d'autres véhicules du marché, on va venir mettre moins de batterie. C'est ça. Hein. Et donc nous, on est en train de sélectionner la chimie des batteries pour avoir le temps de charge le plus court possible, parce que ça, c'est un frein aujourd'hui à l'adoption de l'électrique. Et nous, on pense qu'on peut aller, et on a des très bonnes pistes qui nous le font dire, on peut aller jusqu'à 10 minutes de charge au VA 80%. Et on revient un peu à la vision historique de l'automobile où il y avait des motoristes et des constructeurs de voitures. L'automobile électrique le permet à l'avenir de réenvisager ces 2 corps de métier-là avec des batteries qui sont substituables plus ou moins, des moteurs qui sont adaptables. Et on peut avoir une proposition de valeur tournée vraiment véhicule. Le but, c'est en 18-24 mois d'aller faire le record de la performance énergétique sur le cycle WLTP avec un prototype fonctionnel. Ici, en fait, on a un chocard. Clairement, qui montre déjà une partie de... Une intention, on va dire. Une intention. Enfin, la ligne restera à peu près la même. La ligne va rester la même. Évidemment, c'est pas construit comme un prototype fonctionnel. C'est pas non plus la même chaîne de traction, mais l'idée, c'est d'aller continuer les développements techniques pour que fin 2027, on puisse avoir ce record établi. Donc vous donnez 2 ans encore pour exactement, arriver à ça. On se donne 2 ans pour arriver à ça. Notre but, ce serait de réussir à commencer à industrialiser 2029. Voilà, sur des échelles de production assez modestes dans un premier temps. Ce qui serait justement, ça serait quoi les objectifs de production? Alors, Augustin parlait du modèle des constructeurs anglais. Nous, on a un enjeu, c'est la profitabilité pour un projet comme le nôtre. Donc oui, c'est quelques centaines jusqu'aux milliers, voire 2 milliers de véhicules sur la base d'une première proposition de produit. Évidemment, et tu l'as dit à de nombreuses reprises, on ne fait pas ce projet-là pour que ça reste un projet quelque part... destiné à une élite et très réduit en volume. Donc nous, c'est un chemin vers une proposition du véhicule le plus efficace en énergie, destiné à un plus grand public qui peut être adopté comme la 2e véhicule d'un foyer. Et on pense qu'il y a un potentiel sur le projet à l'échelle automobile. On peut imaginer qu'il y a plein de gens qui seront sceptiques, mais vous, dans votre business plan, vous ne voulez pas vendre des millions de voitures. L'idée, c'est déjà d'arriver à sortir dans 2-3 ans une voiture. Si vous pouviez en vendre quelques milliers, ça serait déjà... Enfin, vous n'avez pas encore fait tout le business plan des ventes, mais voilà, ça reste un produit pour tous les jours.
mais vous avez conscience que pour le moment, vous avez tapé du early adopter ou du Exactement. tu vois, je vois du statique. Et du prix de vente. On pense que le premier prix de vente sera autour de 50-60 000 euros. Ouais. Voilà, et du coup, là, effectivement, on est plus typé performance loisir avec une proposition quand même assez qualitative. On l'a dit sur les matériaux, la chaîne de traction et le type de véhicule que c'est. Nous, ce qu'on voudrait, c'est l'emmener à 30 000 euros dans une version grande série. On pense que descendre en deçà, au regard de quelque part ce que coûte l'automobile actuellement à produire, ça veut dire nécessairement jouer sur la durabilité du produit. Et pour un projet qui se veut être à impact, avoir une voiture qui ne dure que 5-6 ans ou 200 000 km, ça ne fait pas beaucoup de sens. Quelque part, on a besoin de porter un produit qui soit qualitatif, qui puisse durer dans le temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un an, voir où vous en êtes. C'est les paroles, tu sais, voilà. Où est le projet? Les gens diront ouais. Mais entre-temps, si on a envie d'en savoir plus, vous avez un site qui s'appelle Facteur 10. On peut vous joindre directement, il y a vos coordonnées, il y a tout, c'est ça? Oui, tout est sur facteur10.com et il y a des formulaires de contact dessus. Et puis on peut aussi nous suivre sur notre page LinkedIn. Je vous souhaite du merde. Merci beaucoup. Vive les ingénieurs. Voilà. La bagnole n'est pas morte, il faut que tout continue, tout avance. Et puis je vous dis à très vite sur POA. Ciao.